il faut avant tout faire évoluer, on va dire, les pratiques professionnelles et les mentalités à la fois des acteurs du champ de la santé, de la promotion de la santé, de l'offre de soins, et les professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on va dire, ce sont des mondes cloisonnés qui réapprennent progressivement à travailler ensemble. Et si on veut arriver à construire un urbanisme favorable à la santé, le préalable, c'est qu'il y ait cette prise de conscience de la part de ces deux mondes, qui est d'une certaine manière une montée en compétences et un dialogue qui s'installe entre ces deux mondes. Et voilà, qu'on puisse progressivement, dans les années à venir, avoir un cadre de travail partagé entre ces deux domaines de l'action publique. Ensuite, pour construire un urbanisme favorable à la santé, une des priorités, à mon sens, c'est de pouvoir justement prendre conscience de quels sont les grands enjeux prioritaires de la santé dans les territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement passer à côté d'enjeux fondamentaux à l'échelle de certains territoires. Vous allez avoir des spécificités territoriales d'un quartier à l'autre, certains territoires qui sont marqués par des nuisances environnementales très fortes. Je pense en Île-de-France, on a des points noirs environnementaux sur lesquels il y a une préoccupation forte à avoir. Certains territoires qui sont marqués par des conditions socio-économiques très faibles. Et aujourd'hui, d'après des travaux de recherche épidémiologique, notamment canadiens, 50% de l'état de santé d'une personne, je parle bien de 50%, pour être conditionné par les conditions socio-économiques. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt à avoir cette prise de conscience aussi bien au niveau donc, de l'organisation urbaine, des nuisances environnementales, des capacités d'accès aux services, à l'offre de soins, etc., que de l'état de santé des populations. Et si vous avez aujourd'hui une population qui a un état de santé plus fragile, je regarde par exemple une population qui a une pathologie chronique, si elle est typiquement impactée par une nuisance environnementale, ça n'aura pas, on va dire, un effet additionnel, ça aura un effet multiplicateur sur son état de santé. Donc il y a vraiment cette idée de, à la fois, permettre à des secteurs de l'action publique de se parler, et ensuite de cerner quelles sont les populations sur lesquelles il y a le plus d'enjeux, donc notamment les populations les plus vulnérables d'un point de vue socio-économique, et de mettre en place des actions, des politiques, des outils pour répondre à leurs problèmes de santé. Donc voilà, si on veut mettre un urbanisme favorable à la santé, pour moi, c'est faire que les gens puissent se parler et ensuite réintroduire un peu plus d'équité. La coopération, peut-être, ce serait le message principal que j'imagine. Un urbanisme favorable à la santé, c'est quand même une question d'acteurs. C'est une question d'acteurs qui doivent travailler ensemble, d'acteurs qui doivent travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément identifiés de la même manière par les uns et les autres. Ce n'est pas forcément une priorité pour les uns, c'est-à-dire les acteurs de l'urbanisme. C'est par contre la santé, c'est une priorité des acteurs du domaine de la santé, de l'ARS ou éventuellement même des collectivités locales qui commencent à se saisir de cette question-là. Donc c'est une question de coordination et de transmission des savoirs, d'acculturation, etc. C'est une vaste question parce que c'est une question qui touche à différents domaines. On connaît les déterminants sociaux de la santé qui relèvent à la fois des questions physiques individuelles, mais également de l'environnement social, de l'environnement familial, des conditions de vie, des conditions de travail, des conditions de non-travail, de l'environnement de vie également, du parcours de vie. Donc il y a énormément d'éléments qui peuvent contribuer en fait à un urbanisme favorable à la santé, avec des éléments qui sont un peu phares. Par exemple, la construction d'un hôpital, on peut effectivement intégrer des dimensions d'un urbanisme favorable à la santé dans
matériaux utilisés, dans la manière dont est conçu l'hôpital, avec des exemples par exemple d'hôpitaux qui sont construits sur pilotis pour éviter que l'hôpital en lui-même soit une rupture urbaine et qu'on puisse avoir un hôpital qui soit traversé par les populations. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres éléments qui sont plus locaux, notamment avec par exemple l'action de l'Agence régionale de santé qui travaille avec la Société Générale du Grand Paris pour intégrer les questions de santé dans la manière dont sont pensés les quartiers de gare de demain, enfin, du Grand Paris. Mais il y a également pas mal d'actions plus locales, portées soit par des architectes, soit par des collectivités locales ou des associations qui partent des besoins des usagers, des habitants, des personnes au niveau très local, et qui font remonter des besoins, des envies, différents éléments qui peuvent finalement se concrétiser ensuite par des micro-projets plus ou moins d'envergure et qui donnent des éléments qui sont tout à fait importants dans un urbanisme favorable à la santé. Donc peut-être ce jeu d'articulation des échelles, d'articulation des acteurs et d'articulation des compétences des uns et des autres, voilà, c'est quelque chose qui pourrait contribuer à un urbanisme favorable à la santé. C'est une notion qui se développe en France, qui est peut-être plus développée dans d'autres pays européens ou canadiens, etc., qui se développe en France et je pense qu'il va continuer à se développer un peu, enfin en tout cas, il faut l'espérer. Voilà. Dans le cadre parisien, on est sur une structure de densité extrêmement élevée. L'hôpital en lui-même, il génère, de par sa technicité, la densité des plateaux techniques, une logique technique spécifique, qui est une logique, on va dire, de concentration. Voilà. Et certainement, une des pistes qui permettrait d'éviter d'avoir à construire des équipements qui sont des équipements extrêmement difficiles à insérer dans un tissu urbain, sera de travailler autour de la problématique de l'hébergement. Parce que finalement, la partie du plateau technique, elle va être relativement, on va dire, liée à son fonctionnement interne, à ses logiques propres, à ses logiques d'autonomie. Et ces logiques, on voit qu'elles sont très fortes et qu'elles sont à tendance concentratrice. Tandis que la logique de l'hébergement, c'est-à-dire finalement ce qui donne l'accessibilité au plateau technique, elle va évoluer beaucoup. On va passer d'un hébergement qui était celui qu'on connaissait dans les hôpitaux avec des durées de séjour qui se sont réduites, c'est vrai, mais qui sont encore longues, en 5-6 jours, voire plus sur certaines pathologies, sur des logiques extrêmement courtes. Alors on connaît les logiques de l'ambulatoire et on va connaître demain les logiques qui sont des logiques d'accès à des structures immobilières, d'hébergement de type hôtel hospitalier et qui vont permettre effectivement peut-être de diffuser l'hôpital, de moins le concentrer, de rapprocher les gens des plateaux techniques sans forcément les concentrer sur un immeuble, sur un équipement, sur un établissement. Et ça, je pense que ça peut être une piste pour nos gestionnaires parce qu'on sait que la logique économique est là. Ça coûte beaucoup moins cher d'accueillir sur ces hébergements que sur de l'hospitalier. Et en même temps, une logique urbaine, parce que ça peut nous amener à fractionner l'hôpital. On l'a vu dans le programme de l'hôpital de Nantes, on l'a peut-être vu aussi dans l'hôpital du Nord, donc ces nouveaux hôpitaux, ces grosses plateformes. Et les questions sur d'autres hôpitaux se posent. Et je crois que là, il y a une vraie chance peut-être pour l'hôpital d'arriver à s'articuler avec des tissus urbains, de s'articuler soit parce que lui-même est conçu de manière, finalement, on va revenir à un hôpital qui est plus pavillonnaire en quelque sorte, mais ce n'est pas grave parce que la partie hébergement pourra être gérée de manière plus souple. Quand on pose la question de la présence de la nature en ville à un paysagiste, très souvent c'est qu'on a en arrière-pensée plutôt une question quantitative sur la présence du végétal et du vert dans la ville. Je pense que la nature en ville c'est autre chose. Pour qu'on puisse l'apercevoir, c'est qu'on puisse la décliner suivant plusieurs échelles.
comme à Paris par exemple, comme ça a été fait à Paris au XIXe siècle, où on a les bois, les parcs, les squares et les avenues. Quelque part, tout ça est lié, et cette présence de la nature est continue dans la ville. Ce n'est pas seulement la présence du végétal. C'est une présence qui nous rappelle sans arrêt qu'il y a un équilibre entre l'architecture, le bâti. Paris est une ville excessivement dense, qui est même une des plus denses du monde, mais en fait, Paris paraît être un jardin en beaucoup d'endroits, parce qu'on a ces différentes échelles. Alors, par exemple, sur l'île de Nantes, on a cette problématique de la présence de la nature, puisque l'île de Nantes est un site à plusieurs échelles, du grand paysage, le paysage urbain, et puis le paysage, je dirais, vécu au quotidien par les habitants et puis les futurs utilisateurs de l'hôpital. L'hôpital de Nantes sera poreux à la nature en ville, puisqu'il a été décidé que Nantes serait une île-jardin, et que les jardins, en fait, seraient l'agglomérat, un peu le ciment de tout ce qui va aller se construire sur l'île de Nantes, y compris l'hôpital. Donc ce sont ces jardins et cette nature qui vont assurer la porosité de l'hôpital par rapport à la ville. Pour ce qui se concerne la santé, qui est un sujet qui bien évidemment découle de la présence de notre travail sur l'hôpital de Nantes, moi je crois qu'on fait cette histoire de nature en ville, elle reprend cette notion d'échelle, ne serait-ce que pour pouvoir donner une espèce d'harmonie dans la déambulation et dans les parcours sensibles qu'on peut faire en parcourant une ville. Et alors, quand je parle de parcours sensible, c'est-à-dire d'avoir toujours ce lien entre la notion d'échelle et puis la notion des sensations qu'on peut ressentir dans notre corps, pas seulement par la vue ou par les odeurs, mais aussi par d'autres sensations qui sont procurées par nos sens cognitifs. Je pense qu'il y a beaucoup de manières d'envisager la question de l'urbanisme favorable à la santé. Il y a toute la question d'organiser la partie prise en charge. Et puis, si on se place en amont de la question de la prise en charge des pathologies et du secteur hospitalier, universitaire, il y a tout ce qu'on peut faire pour en fait favoriser au contraire un bien-être. Il y a une question sémantique qui est que la santé telle que le définit l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, social et mental. Et donc, en réalité, il y a énormément de facteurs, en particulier dans un milieu urbain, qui peuvent concourir au fait que les populations qui y vivent vont être en bonne ou en mauvaise santé. Et toute la question, c'est éventuellement de réfléchir en amont du développement de projets ou de programmes ou de politiques publiques très variés, pas seulement dans le secteur santé, aussi dans d'autres secteurs. Ça va être le transport, ça va être même la manière dont on organise l'urbanisme, la manière dont on construit. C'est d'essayer de réfléchir en amont à ce qu'on peut faire pour aller plutôt vers un état de santé que je dirais positif. Et il y a des démarches de travail qui font qu'on peut travailler par exemple sur un projet ou une politique publique avec des acteurs qui la développent. Ça s'appelle l'évaluation des impacts sur la santé, mais il y a d'autres outils qui existent. Et l'avantage, c'est qu'on est dans une collaboration intersectorielle, c'est-à-dire que nous, acteurs de santé publique, on apporte notre connaissance de santé publique à des professionnels qui vont être du champ, du transport, de la mobilité, de l'habitat, de l'aménagement urbain, des espaces verts, etc. Et c'est un travail donc de collaboration au long cours qui permet d'avoir une acculturation réciproque et d'engager des collaborations intersectorielles. Donc en fait, dans mon expérience, ce type de démarche de travail permet de partager des connaissances et aussi d'acculturer des acteurs à ces enjeux de santé, d'urbanisme favorable à la santé. Le fait de travailler dans une collaboration entre des urbanistes, des architectes, des professionnels du monde du transport, de la mobilité, de l'aménagement urbain, des espaces verts, c'est une façon qui va nous permettre
à tous, nous acteurs de santé publique et aux acteurs globaux de l'urbanisme, de partager tous ces enjeux de santé dans les politiques publiques. Nous, on parle plus de santé dans les politiques publiques et donc d'urbanisme favorable à la santé. Et c'est une manière de se sensibiliser réciproquement. Un urbanisme favorable à la santé, c'est d'abord un urbanisme qui se préoccupe du bien-être des personnes. Je pense que la santé est généralement, en tout cas, sinon assurée, au moins on peut trouver des conditions qui y prédisposent, comme les conditions de la vie quotidienne et qui va se dérouler au travers d'un espace public, d'espaces de rencontre avec les autres, avec lesquels on a envie ou qui offrent une propension à se croiser, à se rencontrer. Mais c'est aussi une manière de vivre dans son quartier paisible, parce qu'on y a des services, parce que le logement est aéré, est agréable, parce qu'il y a des espaces verts. Et ça, je pense que c'est des cadres urbains qui peuvent prédisposer à vivre de manière heureuse et en pleine santé. Sauf que la santé, c'est aussi quelque chose qui s'entretient, donc il faut qu'il y ait les lieux de l'entretien de cette santé qui passent par des espaces récréatifs, par des espaces du dehors, par une attention entre ce qui se passe à l'intérieur du logement et ce qui se passe dehors et à l'extérieur. Et c'est ce cadre-là qui est aujourd'hui toujours interrogé, mais sur lesquels il y a assez peu de réponses, sinon des réponses très normatives, qui ne sont pas forcément celles qu'attendent la notion de bonheur ou la notion de bien-être. La norme ne fait pas le bonheur, la norme ne fait pas la santé. Et je crois que si on se préoccupait plus de ce type de préoccupation, c'est-à-dire la santé et le bonheur des personnes, je pense, en tout cas les quelques expériences qui existent, montrent que la façon de faire la ville diffère un peu. Et même s'il s'agit toujours d'être avec les autres et d'être dans le respect des autres et d'être dans une harmonie de cadre, il n'empêche qu'il y a aussi l'harmonie des personnes qui peut infléchir notamment les lieux de rencontre, la façon de les concevoir, la façon de rentrer dans son logement, la façon d'y habiter et les services qui peuvent être proposés dans ce cadre de vie au sens large du terme, comme dans la sphère la plus privée qui serait la résidence par exemple, au travers de laquelle on peut là aussi être bien avec les autres et s'enrichir de leur présence tout en ayant une intimité heureuse. Voilà. Une innovation, on est dedans, on est dans la recherche de l'innovation permanente. La question de l'innovation, je pense qu'elle est... Elle se doit pas en elle-même, elle n'est pas un objectif, l'innovation, elle est censée quand même répondre à une question qui serait originale ou qui se poserait dans un contexte un peu particulier et qui donc nous obligerait à apporter une réponse innovante puisque singulière, jamais testée, qui permettrait de répondre à cette dite question. Donc l'innovation en tant que telle, hormis peut-être pour la communication, n'aurait pas de valeur, en tout cas à proprement parler. Sur la question de la santé, l'urbanisme et la santé, sans redire ce qu'a dit Bertrand, je pense qu'il y a déjà, on n'est pas tous en bonne santé, donc peut-être que cet urbanisme n'est pas excluant pour ceux justement qui ne seraient pas en bonne santé. C'est peut-être le moyen de les faire participer à l'urbanisme ou à la vie de la société sans les exclure et donc de les réintégrer et de leur redonner dans le fond une forme de santé. Et je pense que c'est peut-être que l'urbanisme de la santé, c'est ça, ce serait un urbanisme de partage ou en tout cas dans lequel chacun pourrait
trouver sa place en santé ou pas, vivre un peu comme il le souhaite, sans avoir forcément les contraintes. C'est plus un projet de société en fait qu'un projet d'urbanisme à proprement parler. L'urbanisme est peut-être juste le reflet, au fond, de cette société.